Merci Stéphane Gaulier de votre accueil ici au Centre laïque Jules Vallès. Et cette intervention va prendre en fait la suite de la précédente, puisque les deux partent de la même question, à savoir celle de rouvrir des possibles. Question, perspective, de voir comment rouvrir des possibles. Alors, dans l'essai intitulé « Rouvrir des possibles, des coïncidences, un art d'opérer », il s'agissait plutôt de la société comme horizon de cette ouverture des possibles. Et ce soir, par rapport à nos vies, avec ce qui a été ma question depuis maintenant des années, qui est d'essayer de penser, de produire des concepts du vivre. Non pas de la vie, parce que la vie se prête au concept parce qu'elle est déjà relativement abstraite, mais vivre au sens du verbe même, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes tous ancrés. Donc, peut-on produire des concepts du vivre? J'avais commencé à m'en occuper à partir de mon petit livre sur l'intime, et puis sous le titre de l'inouï, de la vraie vie, de l'incommensurable. Et dans cet essai-ci, La transparence du matin, j'essaie d'aller un pas plus loin pour essayer d'élaborer un concept au plus près de nos existences. Avec cette difficulté, bien sûr, de penser un concept, donc, de l'abstrait, et aussi, je dirais, dans un souci de clarté, alors que vivre, c'est du singulier, et que c'est toujours dans une confusion dont la clarté n'advient que par affleurement. Donc, est-ce possible? Et c'est la tentative dans laquelle je suis, ce qui implique aussi d'écrire, pour essayer dans la phrase de tramer quelque chose qui se fasse entre un pôle de l'abstraction et du conceptuel, et puis celui, disons, de cet ancrage dans la vie. Alors, en même temps, il est quand même un peu étrange ou aberrant de se voir comme ça à 7 heures du soir au Centre Jules Vallès pour parler du plus intime de nous, c'est pas vivre, c'est pas. C'est indiscret, c'est même indécent, n'est-ce pas, de se risquer dans cette question qui est la question la plus intime par excellence, qui est comment les uns et les autres nous pensons ce rapport à ce que nous sommes le plus initialement, à savoir des vivants. Alors, j'ai commencé cet essai par une question finalement qui, je pense, nous est tous arrivée un certain matin, qui est de se dire, mais est-ce que je vis vraiment? Et surtout quand une occasion se présente, qui soudain nous assaille, parce qu'elle menace notre être en vie. Je cite une page de Proust dans La prisonnière, où le narrateur se présente un matin comme devant entrer en duel et donc risquer sa vie, et se disant qu'au fond, dans ce réveil de sa vie qui est de se dire « mais aujourd'hui, je risque de mourir », pour nous, c'est plus vraiment le duel, mais ça peut être l'annonce, l'attente de résultats médicaux, ça peut être de toute autre situation, de circonstances, mais c'est du même ordre. Donc, le moment où la vie, soudain, n'est plus assurée, soudain se dérobe à nous, et on se dit, mince, est-ce que je peux pas passer à côté? Situation que, je pense, on a tous vécu, d'une façon ou de l'autre. Et donc, cette sorte de réveil, de sursaut, de se dire, mais est-ce que je suis pas passé à côté, j'ai pas laissé de côté ce qui a été vraiment vivre? Et alors, si j'en réchappe, alors là, je saurai vivre. C'est ce que nous dit si bien Proust. Tout cet essai se trouve comme ça, louchant. On a ici eu, il y a quelques semaines, un colloque sur littérature et philosophie pour penser une coopération des deux. Bien vraiment, il y a effectivement quand on veut essayer de produire du concept, mais sans décoller l'expérience, c'est vrai que l'appui du littéraire est là pour nous aider. Donc la phrase de Proust, je vous la cite. Oui, alors seulement donc dans cette situation comme ça où on risque de mourir, on se dit mince, je suis passé à côté. Apparaît tout à coup, dit Proust, le prix d'une vie de laquelle il aurait pu profiter pour commencer une œuvre ou seulement goûter des plaisirs. Si je pouvais ne pas être tué, comme je me mettrais au travail à la minute même, et aussi comme je m'amuserais.
Car j'ai soudain le sentiment, nous dit Proust, que je n'ai pas su tirer parti de la vie. Et que si je ne mourais pas maintenant, alors vraiment maintenant, je saurais vivre. Comme si ma vie recelait tout un potentiel que je n'ai pas su exploiter. Et c'est au moment de la perdre, ou de risquer de la perdre, que je me rends compte. Je vous cite Proust dans La prisonnière. « La vie a pris en effet soudain, à ses yeux, une valeur plus grande, parce qu'il met dans la vie tout ce qu'il semble qu'elle peut donner, et non pas le peu qu'il lui fait donner habituellement. Ce que la vie peut donner, alors elle peut offrir, généreusement, la vie, puis en même temps ce qu'elle peut donner au sens de donner un résultat. Qu'est-ce que ça donne, n'est-ce pas? Comme on dit un peu familièrement. Mais alors la question c'est, qu'est-ce qui effectivement se libère, se déploie de ma vie, une fois l'immédiat soulagement passé? Bon, évidemment, il va pour son duel et il en réchappe. Donc, oui, il a réchappé. C'est ce qu'il souhaitait. Et maintenant, il s'est dit, je vais pouvoir enfin vivre vraiment. Et puis en fait, rentrant du duel, une fois le soulagement passé, eh bien, c'est possible qu'il m'apparaissait alors si proche, n'est-ce pas, à portée, quand je craignais d'un être privé, se sont en fait repliés. Car voilà que la vie reprend comme auparavant. Comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était pas passé, comme si je n'avais pas tiré la leçon de ce que je tant redoutais. Alors, ce que je retiens de Proust dans cette situation, c'est que Proust nous dit au fond, c'est la phrase « à tout ce dont il avait craint d'être à jamais dépouillé par la mort ». Oui, la mort du duel. Mais Proust rajoute, et pas besoin seulement de la mort, il rajoute, je cite, « il suffit pour cela de la vie ». C'est-à-dire que la vie elle-même dépouille la vie. Pas besoin d'attendre la mort pour dépouiller la vie. La vie elle-même dépouille la vie. Il suffit de la vie pour nous en dépouiller. Il suffit de la vie pour dépouiller la vie de ce qu'elle contiendrait plus puissamment de vie. Ah oui, la question qui apparaît comme ça à l'horizon et qui ne nous lâche plus. Qu'est-ce qui replie donc sitôt, c'est possible soudain entrevu un soir, ou plutôt un matin, transparence du matin, un matin où ils apparaissaient, et les fait ainsi capituler, sans même qu'on ait de cause visible, plausible à alléguer. Donc quel est cet empêchement interne à la vie qui retient la vie de vivre? Vous me suivez? Bon. Donc la question, elle n'est pas indolore. Il faut donc penser, envisager vivre dans son paradoxe. Enquêter sur la façon dont la vie, avant la mort, dépouille la vie de ses possibilités. Par conséquent, sur la façon dont la vie elle-même contredit la vie. Oui, pour moi, c'est une façon de prendre d'emblée le contre-pied de tout ce discours dans lequel nous sommes enlisés, selon lequel il faut positiver sa vie. Vous savez, le discours de réclame, n'est-ce pas? Mais dans lequel toute notre société est prise, n'est-ce pas? Positiver la vie. C'est-à-dire vouloir penser que vivre soit d'emblée positif, au lieu d'en aborder la contradiction, et de l'explorer. Donc, d'affronter le négatif interne à cette condition de vivant pour tenter de l'éclairer. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais je le dis chaque fois parce que c'est tellement imposant aujourd'hui que je sens toujours cette nécessité de pointer le doigt. C'est que vous voyez que je fais signe, plutôt que je m'écarte radicalement de tout ce qui est développement personnel, marché du bonheur,
et tout ce qui est, n'est-ce pas, du tout positif dont la société fait commerce aujourd'hui. Je dis simplement cela parce que c'est ce qui encombre les librairies, n'est-ce pas ? Même dans les meilleures librairies parisiennes, il faut souvent aller chercher sous la table des livres de philosophie, alors que s'étalent sur, disons, des livres de développement personnel, marché du bonheur, etc. Et c'est peut-être encore pire ailleurs qu'en France. Donc, je pense qu'il y a une menace comme ça, envahissante, pour coucher, vivre sous un tout positif qui fuit cette contradiction que Proust, comme ça, saisit pour la pensée. Pour la pensée, jusqu'à un certain point. C'est là que la philosophie peut relayer la littérature, c'est que Proust, au fond, rabat cette pensée qui émerge de ce matin de duel dont le narrateur a échappé, en disant, bon, c'est ce qu'il appelle d'un terme qu'il aime bien, la procrastination, le fait de renvoyer à demain. Je renvoie à demain le fait de vivre, l'exigence de vivre. Mais je pense que ce n'est pas seulement à penser sur un mode psychologique de tendance comme ça au report. Il y a une question plus radicale qu'il faut donc saisir pour essayer de la penser. Et donc d'essayer de faire route vers ce que j'appellerais la vraie vie, vraiment vivre. Mais vraiment vivre, c'est-à-dire en traversant ce paradoxe, en traversant cette contradiction que la vie entretient avec elle-même, la façon dont la vie elle-même dépouille la vie, c'est-à-dire rabat les possibilités de vivre qu'on aperçoit certains jours, qu'on entrevoit, et c'est pas seulement certains jours, mais à certains moments, comme le matin, de façon à pouvoir combattre ce rabattement et donc tenter de vivre vraiment. Alors cette contradiction, je voudrais la préciser parce qu'elle me paraît, disons, organisée ou articulée, c'est ce que constitue le fait même de vivre, en tout cas, vivre pour les humains que nous sommes. Ce paradoxe, ce serait ceci, c'est que nous sommes en vie, mais que nous n'accédons pas pour autant à la vie. Certes, nous sommes en vie. Vivre est notre donnée originaire. En même temps, vivre reste inatteignable. Vivre à la fois est notre condition et en même temps notre vocation. Ou plutôt, vivre est la condition de toutes les conditions, être en vie. Et en même temps, c'est l'aspiration de toutes nos aspirations, vivre enfin. On dit souvent, mais ce qu'on voudrait, c'est le bonheur. Non, le bonheur n'est qu'une image de ça, une image facile, abîmée, n'est-ce pas, de se vivre enfin, comme dit le poète, la région où vivre, n'est-ce pas. Donc nous sommes dans cette contradiction, vivre à la fois qui est notre condition et qui en même temps est notre aspiration. Donc vivre comme ça, se fend en deux, ce temps, n'est-ce pas, entre ces deux aspects, mais qui relèvent du même terme et la même exigence, pouvoir vivre. Il faudra donc comprendre d'où nous vient cette incapacité de vivre, de laquelle vient elle-même notre aspiration à vivre, alors même que nous sommes en vie. Et pour ça, rejeter toutes les raisons qui sont habituellement invoquées, la vie serait trop courte, n'est-ce pas, ou on aurait oublié de vivre, memento vivere. Raisons qui sont toutes, ou alors, ce qu'avance la philosophie, savoir que nous sommes en défaut d'être, et donc il y a une sorte de, comme ça, d'incapacité de notre condition qui nous précipite de l'avant, parce que, comme dit Plotin, nous manquons d'être. La vieille opposition de l'être au vivre, à laquelle je reviendrai. Ou encore, l'argument commun que la vie n'est qu'un songe, qu'une apparence ou qu'une illusion. Non, c'est pas que la vie soit une illusion. C'est simplement que, alors même que nous vivons, que c'est donc notre condition,
nous cessons d'aspirer à ce que cette condition promettait. C'est ce que j'ai appelé la nostalgie de la vie dans la vie. Alors par principe, la nostalgie, c'est la nostalgie de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on a perdu, c'est pas l'enfance, ou alors dans la métaphysique, quand on a été auprès des dieux, c'est pas dans la mise en scène de Platon. Donc il y a effectivement la nostalgie de ce qu'on n'a pas ou qu'on a perdu. Mais je crois qu'il y a une autre nostalgie, plus secrète, plus poignante, que d'ordinaire on ne repère pas et dans laquelle le dédoublement est intérieur. En vivant, j'ai le regret, non pas d'une autre vie, mais de cette vie-ci, autrement dit, de ce qui m'échappe actuellement de ma vie. Alors même que je suis en vie. Pensez au grand vers de Rimbaud, la vraie vie est absente. Donc, un lointain habite, en creux, l'ici, le maintenant et le hante. Donc, il ne s'agit pas d'une nostalgie du passé ou du futur, mais du présent même. Quelle nostalgie ai-je maintenant de maintenant? Ou bien en quoi la vie m'échappe-t-elle tandis que je suis vivant? À côté donc de la nostalgie de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a plus, il y a, me semble-t-il, la nostalgie de ce qu'on a, mais à quoi on n'accède pas. Je suis nostalgique, non de là-bas, mais d'ici. Alors même que je suis en vie, je suis nostalgique de la vie, d'où vient le caractère paradoxal de cette aspiration à ce qui n'est en même temps rien d'autre que ma condition. Vous me suivez? Oui, j'essaie de sortir de l'ornière du discours bête, n'est-ce pas, sur le tout positif, le marché du bonheur, etc. Donc, ça m'oblige à m'engager dans la contradiction même du fait de vivre et l'exigence qui en résulte, et avec laquelle, je crois, il ne faut pas biaiser. Parce que la métaphysique, elle, a drillé la chose, commodément, puisque la métaphysique dédouble. Dédouble, il y a la vie d'ici, vie appauvrie, et puis la vie de là-bas, qui est la vie, si vous voulez, dans sa plénitude. Dans la scène de Platon, n'est-ce pas, la vie que j'ai connue comme ça, mon âme, à la suite des dieux, et puis tombant dans le corps, dans la prison du corps, ne cessant de penser nostalgiquement à ce qu'elle a entrevu dans l'au-delà. Mais c'est justement la voie que je ne suis pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas pour moi de rejouer la scène de la métaphysique et donc du dédoublement, mais de penser comment il est une nostalgie peut-être plus radicale que celle de ce que nous manquons, de ce qu'on pourrait figurer comme étant là-bas ou ailleurs, mais qui est cette nostalgie de ce qu'on a, je répète, mais à quoi on n'accède pas, et qui, je crois, autour de laquelle, je crois, se nouent nos vies, n'est-ce pas? Et encore une fois, la formule de Rimbaud, la vraie vie est absente, je crois, dit cela. Alors, cela vous paraît, j'avais dit, j'essaie de décoller le moins possible de l'expérience, et voilà, je vous mets devant un paradoxe qui est donc nostalgie, non pas de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a plus, mais de ce qu'on a. Donc, quelle est cette distance intérieure que la vie des hommes, la vie des humains, pas la vie naturelle, bien sûr, la vie des vivants que nous sommes, que nous éprouvons, et autour de laquelle, j'ai dit, nos vies ne cessent de tourner. Alors, peut-être pour l'évoquer, le rendre sensible, je vais prendre l'expérience. Première fois que je le fais dans mon chantier, c'est la musique. Alors, j'ai cité Proust, je reviens à lui. Vous savez, dans Proust, toute cette pensée de la musique, et d'un côté, il y a ce qu'il appelle le rougeoyant septuor de Vinteuil,
et puis à côté, la blanche sonate. Rétractée et frileuse. Mais je crois que tout ce développement de Proust propose cette sonate, blanche sonate, rétractée et frileuse, nous fait entendre justement cette nostalgie vers une inaccessibilité présente. Non pas donc de l'absence, mais l'inaccessible du présent, l'inaccessible du maintenant. Ce qu'il appelle un appel presque inquiet, lancé derrière un ciel vide. Cette phrase de Vinteuil, se faisant l'écho d'une patrie inconnue, alors là on verserait vers la métaphysique, une patrie inconnue. Ça c'est un peu, disons, la mise en scène platonicienne. Mais justement c'est dans la musique. Et je cite ces impressions qu'à des intervalles éloignés, je retrouvais dans ma vie comme les points de repère, les amorces pour la construction d'une vie véritable. Vous voyez que Proust a bien en vue la vraie vie. C'est d'ailleurs une formule de la fin de la recherche du temps perdu, dans le temps retrouvé. Et que la musique peut faire ressortir la présence quand elle retentit, mais aussi elle peut laisser traverser la présence d'une dimension d'absence, en se retenant, en se retirant, en se fuyant, en s'évasant. Donc devenir allusive de la vraie vie, et par là nous rendre nostalgiques, n'est-ce pas, de la vie dans la vie. Je crois que la musique a pour vocation de faire entendre, laisser entendre l'impossibilité de la présence dans la présence, ou l'inaccessibilité de l'ici et de l'actuel. Alors quelqu'un qui l'a, je crois, fort bien dit, qui était le grand penseur, peut-être le premier grand penseur moderne de la musique en Europe, Schopenhauer. Je crois l'a fort bien dit quand il dit ceci: il y a dans la musique quelque chose d'ineffable et d'intime. Aussi passe-t-elle près de nous en paradis familier et pourtant éternellement lointain. Et ce rapport du familier et du lointain, ça qui, disons, nous fait penser cette distance dans laquelle nous sommes par rapport au présent, à l'ici, et qui nous maintient donc, qui font que le présent et l'ici véritable nous sont comme inaccessibles, alors que nous les habitons. Il me semble que c'est ce que fait entendre une musique, n'est-ce pas? Non pas le rougeoyant septuor, mais la petite sonate, blanche sonate, qui évoque Proust. Si je me tourne vers la poésie, vous voyez, le faire entendre dans l'expérience, et donc dans la vocation des arts qui ont charge de cela. Dans la poésie, Verlaine. La poésie de Verlaine, si vous pensez aux Arièdes oubliées, dans les lueurs musiciennes se devine une aurore future. Je crois que toute la poétique verlainienne, c'est de faire entendre justement l'absence dans la présence, ou disons l'étrange dans le familier. Donc l'inaccessibilité de l'ici et du maintenant. Ce poème magnifique dans l'Ariède 5, une main frêle, je cite, baisant le piano le soir, rose et gris vaguement, tout Verlaine est là, n'est-ce pas? Un air avec un très léger bruit d'ailes, je cite, rôde discret, épeuré quasiment. Verlaine nous fait entendre cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui s'entrevoit de vivre au sein de l'ici du maintenant, mais qui en même temps nous échappe. Qu'as-tu voulu, frein-refrain incertain, qui va tantôt mourir vers la fenêtre, ouverte un peu sur le petit jardin. Bon, il y aurait à développer longtemps sur ce thème de l'intime et de la nostalgie de vie, de la vie dans la vie, mais je m'en détourne un instant pour peut-être me centrer sur ce verbe, au fond, est le verbe le plus abyssal, en même temps que le plus simple, vivre. J'ai eu l'occasion de dire, dans le colloque précédent qui nous réunissait ici, merci à Stéphane Gaulier de nous recevoir si souvent,
Même entre le français vivre et l'allemand leben, je ne suis pas sûr que ce soit totalement équivalent. Leben avec Leib, le corps, c'est pas le corps vivant, pas le corps mort. Ou avec beleben, enfin avec tout ce vocabulaire sans lequel on ne pourrait pas comprendre Nietzsche, si on ne fait pas entendre en allemand, n'est-ce pas, ce sémantisme. Alors que le français est plus pauvre. Bergson se donnait beaucoup de mal pour penser revivifier, n'est-ce pas. Nous avons deux pôles comme ça. D'un côté, vivoter, de l'autre, revivifier, n'est-ce pas, un terme bergsonien. Mais je crois que la question pour nous, et en français, c'est de faire entendre tout ce potentiel du verbe vivre que, disons, sa racine latine laisse un peu comme ça insuffisamment développé. En tout cas, vivre me paraît ce verbe unitaire, je dirais aussi solitaire, se rapportant à rien d'autre, replié sur soi. Se retirant dans son secret, surtout quand il devient intransitif. Non pas je vis quelque chose, mais je vis. Un verbe donc qui n'est plus en commune mesure avec rien, qui reste tapi dans son silence, replié dans ce qui serait son évidence. Vivre a-t-il seulement un sens? Est-ce qu'il y a un sens au mot vivre? Est-ce qu'il n'est pas infra tout sens possible? Que vivre, un verbe infiniment discret, muet, en retrait, qui ne nous parle pas. Et même vivre ne s'éprouve pas. Ou ne s'éprouve qu'à la limite. Ne s'éprouve au mieux qu'à son orée, puisqu'on en est constamment habité. C'est pourquoi vivre n'émerge que si difficilement à la pensée. Vivre, verbe neutre, incolore, inexpressif par excellence, en même temps qu'il est le plus intensif. Ou mieux, celui dont procède toute intensité. On peut, alors je disais bien, vivre et la vie, je distingue les deux. On peut plaquer sur la vie toutes les qualifications qu'on veut. Dire, comme on dit depuis Platon, que la vie c'est comédie ou que c'est tragédie, tout ça, oui. Mais vivre est comme transparent et ne ressort pas. C'est seulement quand vivre devient défaillant, comme ce matin du duel, n'est-ce pas, ou souffrant, ce qui nous arrive de temps en temps, qu'il émerge à notre attention, ou même qu'il occupe alors tout entière, comme par revanche sur le fait que, d'ordinaire, on ne songe pas à le penser. Comme par revanche sur cet oubli. Il suffit d'éprouver un instant vivre en danger. Mais d'ordinaire, vivre ne se détache pas, ne se démarque pas, ne se remarque pas, ce pourquoi on ne s'y arrête pas. C'est pourquoi, quand on parle de vivre, soit le discours est vide, emporté par son attraction, la philosophie, soit il est creux, parce qu'il n'a pas d'objet, verse dans la trivialité ou le truisme. N'a donc d'autre issue que le prêche ou le boniment. Je fais donc signe à nouveau vers le DP. Et donc je crois qu'on ne peut atteindre vivre, pour le penser, que stratégiquement, par des biais. Je crois qu'il y a 3 biais, je vais très vite là, pour essayer d'avoir accès à vivre, et d'avoir accès à l'inaccessibilité de vivre, comment c'est la pensée. Le premier, c'est la littérature. Plus précisément, le roman. Le roman qui est, si la philosophie ne sait pas toucher vivre sans le rater, parce que le portant à l'abstraction, vivre donc si vivre se refuse à la mainmise du concept, et je vous ai dit en commençant, c'est là la difficulté, en tout cas pour moi, c'est là qu'est l'effort de penser. Vivre, en revanche, peut se retourner sur lui-même et se réfléchir, comme il le fait dans le roman. Je crois qu'un roman sert essentiellement à cela. On y suit le fil des possibles que vivre ouvre
en même temps que le rabattement. Oui, je crois que, alors si je vais encore un peu plus vite, je définirais vivre comme étant ouvrir des possibles. Et en même temps qu'on ouvre des possibles dans sa vie, il ne cesse d'être rabattu, ces possibles. Comme dans la scène du duel, n'est-ce pas, où je me dis, ah, si je peux échapper au duel, là je vivrai vraiment. Et c'est possible, soudain, pour moi, deviennent saillants. Et puis le duel passé, moi restant en vie, et ben finalement, ces possibles entrevues se rabattent d'eux-mêmes. Encore une fois, la vie spolie la vie. Donc je crois qu'il y a là cette ressource de la littérature, enfin c'est à quoi sert le roman, c'est de réfléchir la vie à la fois dans ce qu'elle ouvre de possible. Donc quand on parle d'un personnage de roman, n'est-ce pas, Julien Sorel, Fabrice Del Dongo et tous les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'ouvre de possible à travers eux et comment ces possibles se laissent rabattre, chemin faisant. Alors, chez Stendhal, il ne se laisse pas rabattre. Stendhal les tue, ces personnages. Quand commencerait le rabattement, point final, n'est-ce pas? Donc, il expédie la fin la Chanteuse de Parme en une page, où il coupe le cou à Julien Sorel, parce qu'il ne veut pas justement ce rabattement de Julien Sorel, se mariant, ambitieux, faisant carrière dans la société de la veille de 1830. C'est pour ça que Stendhal laisse ses romans inachevés, pour ne pas éprouver cette perte du rabattement des possibles déployés. Le second biais, je dirais, c'est, pour aller très vite, le religieux, parce que c'est le paradoxe. J'ai dit, vivre défie la pensée et se pense ou ne s'aborde que paradoxalement. Vivre se contredisant lui-même. Alors, je crois que le religieux vient justement cueillir ce paradoxe, n'est-ce pas? Penser dans l'évangile de Jean, ce qu'il y dit de ce qu'il faut oublier sa vie pour vivre vraiment, n'est-ce pas? Celui qui ne... Bon, faut pas forcer le sens, mais celui qui reste attaché à sa vie ne vit pas. Phrase de Jean. Qui ne hait pas, au sens de haïr, détester, qui ne hait pas sa vie, n'est-ce pas, ne pourra pas accéder au vraiment vivre, ce qu'on appelle en termes religieux la vie éternelle. Donc je crois que le propre religieux, c'est de saisir cette contradiction de la pensée, parce que, pour lire rapidement, la philosophie a fait ce choix, en Europe, ce choix principiel de... vous savez, je cite souvent le début du tête-à-tête dans Platon, quand on demande à Socrate qu'est-ce que c'est que Sophia, et qu'il répond, Sophia, c'est épistémé. Sophia, la sagesse, c'est quoi? C'est la science, c'est la connaissance, épistémé, épistémologie. Là, je dirais, l'autre répond oui, il aurait dû hurler, l'autre, n'est-ce pas? Au lieu de dire naï, en grec, il aurait dû dire, mais non, c'est complètement faux, Socrate. La sagesse, c'est la sagesse. Sophia, c'est Sophia. Sophia, c'est pas la science. Néanmoins, les Grecs ont fait ce choix-là, et donc, ils ont laissé tomber vivre. Et c'est le religieux qui, en Europe, a pris en charge ce vivre que la philosophie avait laissé tomber. Pensez à l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Je vis, dit Dieu, je vis, et vous vivrez. Egozo, kaiumeis, zesete. Et puis le troisième biais que je vois dans cette stratégie pour essayer d'avoir pied dans cette forteresse ou cette citadelle du vivre inatteignable, c'est le journal des écrivains, les notes, n'est-ce pas? Cette façon de saisir vivre dans son émergence, avant que le discours ne s'organise, n'est-ce pas? Dans son affleurement, dans ce qui arrive tous les jours, comme ça, qui paraît accessoire, anodin, sans intérêt, mais qui justement fait saillir vivre avant que vivre ne soit recouvert par de la logique, par, disons, quelque chose qui le prendrait en charge et du même coup le recouvrirait. J'étais particulièrement sensible à travers les littératures de l'extrême-Asie, et notamment tout cet art chinois de l'allusif. C'est cette façon de faire, non pas allusion, mais être dans un rapport allusif à ce qu'est vivre, pour ne pas laisser vivre être recouvert
par un discours qui est celui de la, disons, par un discours justement, qui viendrait, recouvrir, oblitérer ce que vivre a d'émergent, de saillant, et qui par là même se laisse perdre, n'est-ce pas, dès lors que le discours s'organise. Vous voyez toute la tradition du zen, du haïku, enfin tout cette, vous voyez, du côté japonais, mais qui est d'abord en Chine, n'est-ce pas, qui est cette intervention minimale de la parole pour ne pas commencer à abîmer vivre, n'est-ce pas, pour ne pas commencer à l'inféoder, à l'enchasser, et finalement, eh bien, à le recouvrir. Donc je marche un peu à, comme on dit, à marche forcée, n'est-ce pas, pour essayer d'aborder cette citadelle, n'est-ce pas, imprenable pour la pensée en tout cas, de ce qui est vivre, alors que vivre, nous sommes dedans depuis toujours, n'est-ce pas. C'est donc à la fois, c'est ce d'où on vient, c'est donc cet amont de toute notre pensée, toute notre activité, cet amont, justement, sur lequel nous n'avons pas de prise, parce que cet en deçà échappe, n'est-ce pas, sauf par ces stratégies que j'évoquais, du roman, du religieux, ou de la note, simple note, pour s'en approcher. Je voudrais aller un pas plus loin pour essayer de penser vivre en... on a souvent comparé vivre, en tout cas c'est chez Hegel, n'est-ce pas, comme un cercle. Vivre replié sur lui. Seulement, comme dit Hegel, d'un cercle, on ne fait rien. On ne fait rien tant qu'on ne trace pas des lignes, n'est-ce pas, qui viennent le couper, qui viennent le faire travailler en quelque sorte. Alors je proposerai 3 lignes comme cela, qui viennent couper cette circularité parfaite du vivre, qui par là même fait qu'il nous échappe, qui seraient donc 3 oppositions. D'abord celle du vital et du vivant, ensuite celle du vécu et de l'invécu, et enfin celle du vivable et de l'invivable. Bon, vous voyez un peu mon petit mécano, pour essayer de pénétrer dans cet abyssal, n'est-ce pas, qu'est vivre. Et d'abord, vital et vivant. Alors ça, c'est la langue grecque qui m'aide à cela, n'est-ce pas, puisqu'il y a 2 mots, voire 3 mots en grec pour dire vivre. Le vital, être en vie, ça c'est de l'ordre de la psyché. Oui, en grec, je dis en grec de l'évangile, en grec de Jean en fait, non pas l'évangile de Jean. Hein, je cite mes sources. Mais c'est le verbe, c'est l'être en vie qu'il y a déjà chez Homère, n'est-ce pas, quand les héros meurent sous les murs de Troie, ils perdent leur psyché. Et puis l'autre sens de vivre, plutôt l'autre terme pour dire vivre en grec, qui n'est pas psyché, être en vie, mais zoé, être pleinement vivant. Donc non pas le vital, être en vie, mais le vivant, le pleinement vivant, la source surabondante de vie. Bon, il y a un 3e mot en grec, c'est bios, ça c'est la vie éthique et politique, importante chez Platon et Aristote et tous les autres, mais qui n'a pas de place dans l'évangile de Jean. Et donc on peut distinguer deux dimensions, celle, j'appellerais le vital, être en vie, ne pas être mort, et puis celle du vivant, au sens de pleinement vivant, au sens de vraie vie. Alors je pense que c'est une chose qui nous est redevenue importante récemment avec le thème de la Covid, puisque quand on a dit « rien n'est plus précieux que la vie », bon, de quelle vie parlait-on? Du vital d'abord, bien sûr, être en vie, ne pas mourir. Mais peut-être que nous avons justement sacrifié quelque chose du vivant dans ce vital. Nous avons peut-être rabattu le vivant dans le vital à cause de l'urgence du vital qui s'imposait. Et peut-être maintenant faudrait-il repenser à l'exigence du vivant en tant que vivant, surabondamment vivant. Je pense notamment au thème de la présence. On a rabattu la présence pour des raisons de confinement, très bien. Mais il apparaît bien que la présence se perd. La présence du face-à-face, comme vous avez eu l'amabilité ce soir de vous rendre présent, et nous sommes là en présence, pas en distanciel, non pas en présentiel non plus, non, présent, c'est-à-dire face-à-face, prêt, et c'est être devant.
il y a quelque chose qui s'estompe là, n'est-ce pas? Nous perdons aujourd'hui ce vivant de la présence, du regard, de ce qui est cette proximité impossible dans laquelle nous sommes ici. Parce que, bon, toute la technicité qui s'était mise en route avant la Covid, n'est-ce pas? Mais qui a profité du Covid pour s'implanter davantage. Et dont on voit bien aujourd'hui que le Zoom, etc., font que la présence se trouve estompée, rabattue, bref. La présence, c'est-à-dire ce qu'il y a de vivant, d'effectivement vivant, au sens de surabondamment, n'est-ce pas, vivant, eh bien, qui se trouve... parce que la présence, si vous voulez, est au fond le moment où notre existence se déborde, c'est-à-dire sort de ses bords, n'est-ce pas? Et donc, je crois que cette distinction du vital et du vivant, nous devrions la repenser pour, d'une part, distinguer ce que pense le développement personnel et puis ce que peut penser la philosophie, et d'autre part, pour s'interroger sur ce qu'il risque d'y avoir de rabattement aujourd'hui dans la société avec tout ce qui est cet usage du numérique pour dispenser de l'affrontement de la présence. Bon, il y a deux autres angles par lesquels je voudrais comme ça, dans mon petit livre, essayer de tracer pour commencer à mettre du jeu et à mettre donc la réflexion possible au sein de cette circularité parfaite du cercle de la vie. C'est l'opposition du vécu et de l'invécu. Le vécu est un terme qui devient positif quand qui se renverse. C'est pas, quand on dit « il a vécu », c'est qu'il est mort. Et en même temps, quand on dit « il a du vécu », la langue, ça veut dire qu'il a accumulé, capitalisé quelque chose du vivre qui peut lui servir, qui est une sorte de fond, de capital à partir duquel on peut vivre. Ah, il a du vécu, on ne le dit pas de soi-même. On ne dit pas « j'ai du vécu », mais on le dit de l'autre, n'est-ce pas? Surtout de l'autre. Il a du vécu. Donc, et c'est une expression qu'on ne peut pas éviter. Il a du vécu, ça signifie il a quelque chose qu'il a acquis au cours de la vie, de l'expérience, n'est-ce pas? Et qui fait qu'il est un peu calé dessus. Donc, le vécu, vous savez, la très belle la grande phrase de Montaigne, grande parce que la plus simple, quand il dit à la fin des essais, dans l'essai de l'expérience, je n'ai rien fait d'aujourd'hui, réponse, n'avez-vous pas vécu? Ah oui, si vous avez vécu, enfin, tout est là, tout est fait, n'est-ce pas? Quelle ambition pourrais-je avoir d'autre que de vivre? Au sens de vivre enfin, au sens de cette, ce qui est la vocation de toutes nos aspirations. Simplement, je me demande si le vécu, quand on dit il a du vécu, c'est donc qu'il est quelque part assis dessus, n'est-ce pas? Puisqu'il l'a capitalisé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce vécu engage ma vie à venir, qui serait donc à l'ombre de ce vécu acquis, et qui ferait que ma vie à venir se trouverait comme ça, limitée, bornée, bordée par ce que j'ai déjà vécu, et qui me donne l'idée de ce que je pourrais vivre? Est-ce qu'il ne faudrait donc pas penser, face à ce vécu capitalisé, ce que j'appellerais l'invécu? L'invécu, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore vécu, ce qui est à vivre. Et est-ce que la question qu'on se pose le matin quand on se lève, transparence du matin, j'y vais, c'est pas est-ce que j'ai encore de l'invécu? Du non encore vécu, mais que je pourrais vivre, n'est-ce pas? Puisque vivre, je les définis comme ça pour aller rapidement, c'est vivre, c'est ouvrir des possibles dans sa vie. Oui. Est-ce que nous avons encore de l'invécu? Est-ce que dans la relation avec quelqu'un avec qui on vit, est-ce que j'ai encore de l'invécu avec elle? Ou est-ce que j'ai tout vécu? Est-ce que j'ai plus que du vécu? Non, est-ce que j'ai encore de l'invécu? Donc l'invécu comme étant à vivre, n'est-ce pas? En attente, en espoir d'être vécu. C'est vrai pour une relation, c'est vrai, je pense qu'il y a la question qu'on se pose tous les matins. Est-ce que j'ai encore de l'invécu? Du à vivre? Ou est-ce que je vais répéter ce que j'ai fait la veille? Est-ce que je reste dans mon vécu, n'est-ce pas? Borné, totalisé, acquis, comme il est. Bon, peut-être que le dernier invécu à vivre, c'est la mort, n'est-ce pas? La mort, justement, comme invécu, c'est-à-dire ce qui se laisse encore à découvrir pour nous.
Donc je verrai un vécu, alors que la formule est négative, le 1, n'est-ce pas, comme étant au contraire un négatif potentiel, c'est-à-dire ce qui donc appelle à déborder ce qu'on a déjà vécu pour le risquer, l'aventurer dans cet invécu. Vous me suivez? Bon, merci de votre silence, mais qui est très silencieux. Non, parce que vous voyez, je peine un peu devant vous quand même à aborder ces questions. Il faut l'oser, n'est-ce pas? On peut faire la philosophie confortablement en récitant sa page d'histoire de la philosophie. Je crois qu'on est amené à faire autrement, c'est-à-dire à prendre au sérieux tout ce qui peut se passer en philosophie, et donc essayer de trouver, d'élaborer, de produire des concepts qui puissent se rapprocher au plus près de ce qui fait notre expérience. Le français, là encore, est un peu pauvre. L'allemand a ce terme magnifique, Erlebnis, n'est-ce pas? Leben, Erlebnis, ce qu'on tire profite de la vie, n'est-ce pas? Et qu'on peut réfléchir. Bon, alors, autre position encore, le vivable et l'invivable. Alors, vivable, parce que c'est le viable, le vivable. On dira, la vie, je veux la vivre en tant qu'elle est vivable. Ce serait légitime. En même temps, si je vis que le vivable de ma vie va être assez pauvre. Parce qu'elle est déjà bornée parce que je vais avoir décrété comme horizon de vivabilité. Par rapport à quoi la notion d'invivable, comme j'ai dit, invécu, me paraît riche. Alors, invivable, il y a deux sens. On peut dire, ma vie est invivable, mais je vis. Mais seulement c'est une vie qui n'est pas digne d'être vécue. C'est invivable. Mais je pense qu'il y a un autre sens de invivable, qui est le sens fort, radical, qui ne peut pas être vécu. Car au fond, notre vie se déploie dans des conditions de vivabilité extrêmement réduites. Alors je pense qu'elle se dessine entre, soit nous vivons au centre, au milieu de la vivabilité de notre vie, voilà. Soit au contraire, on se hasarde au bord, aux extrêmes, n'est-ce pas? Et on se confronte à l'invivabilité de nos vies. Et donc, on met la vie en péril, on la porte à l'extrême, au vertige. Et je suis, c'est vrai, admiratif de tous ceux qui ont fait ça, qui sont affrontés à l'invivabilité de vivre. Alors vous me direz que ça touche un peu à la folie, mais c'est la conception que j'ai de la philosophie. Donc rassurez-vous, tout ça est cohérent. Je ne pense pas que la philosophie soit grand-chose à voir avec la sagesse, mais plutôt avec, oui, la folie, ça rime d'ailleurs. Et qu'au fond, cette confrontation à ce qu'il est impossible de vivre parce que débordant vivre, mais qui ne cesse en même temps de scintiller, en tout cas d'affleurer dans notre horizon et qui peut provoquer à vivre. Bref, vous verrez dans mon petit livre, j'essaie de penser cela. Ces vies donc qui osent se risquer, n'est-ce pas, au péril de l'invivable. Bon, j'en viens maintenant à ce qui est un peu au centre de mon propos et que j'ai intitulé dans mon livre « La vie ne vit pas ». Au moins, vous voyez, j'annonce dans quoi je travaille et ce qui en fait la difficulté. Bon, je vais commencer par Proust, n'est-ce pas? Comment la vie elle-même dépouille la vie. Pas besoin d'attendre la mort, la vie le fait très bien. Mais j'aime citer cette formule que Adorno a pointée en exergue des Minima Moralia, qui est « la vie ne vit pas ». Das Leben lebt nicht. En allemand, c'est encore plus fort parce que Leben lebt, n'est-ce pas? Il y a une sorte de choc encore plus brutal dans cet embrassement. Alors, cet énoncé, je crois, est principiel. C'est pour ça que Adorno ne le commente jamais. Il ne le commente pas, mais il le cite, n'est-ce pas? En tête de ses Minima Moralia. Énoncé donc, je crois, principiel, qui dit le plus ouvertement comment, chez l'homme décoïncident de la vie naturelle, l'homme ne se bornant pas au vital, mais étant en tension de vivant, donc comment l'homme,
dans l'homme des coïncidences avec la vie naturelle, vivre en vient à se nier lui-même ou se contredit. Ça ne peut pas être au niveau du vital, bien sûr. De la vie qu'on dit animale. Ça ne peut être que du point de vue du vivant, s'ouvrant à part du vital et de l'animalité, sa vocation. C'est bien en tant qu'elle est vie que la vie en l'homme nie la vie. Si, de la façon la plus générale, vivre, c'est ouvrir de nouveaux possibles à la vie, que j'ai donné un peu comme définition préalable, on dira que le propre de la vie humaine est qu'elle reste toujours en retrait de ce qu'elle ouvre de possibilités. Ça, cette inaccessibilité que j'évoquais précédemment, ou ce que j'ai appelé la nostalgie de la vie dans la vie. Donc, que la vie humaine, que le propre de la vie humaine, est qu'elle reste toujours en retrait de ce qu'elle ouvre de possibilités. Elle se retrouve donc retenue, inhibée, déviée, finalement spoliée, comme dit Proust, par elle-même, dans sa capacité de vivre et ne s'atteint donc vraiment jamais. Ce qui fait que la vie est nostalgique de la vie. Alors, je voudrais peut-être, comme j'ai critiqué comme ça, pointé de façon un peu ironique toute cette littérature, j'allais dire foisonnante, non, encombrante, du développement personnel, du marché du bonheur, etc., qui s'étale en librairie, prendre une formule qui a été prônée, je me souviens d'avoir vu affiché sur les panneaux parisiens, n'est-ce pas, au début du confinement. On voulait une formule d'espoir, n'est-ce pas, une formule qui, nous ressaisisse un peu, et qui était la formule suivante, extraite d'un livre dont je ne citerai pas l'auteur, mais dont on faisait la réclame. La réclame dans la rue, vous savez, parce que maintenant, il n'y a plus de critique littéraire en France. Il n'y a que de la publicité sur les livres, n'est-ce pas ? Il n'y a que ça, n'est-ce pas ? Donc, c'est en termes de superlatif, un livre, n'est-ce pas, extraordinaire, bon, bref. C'est quand même une chose à réfléchir aujourd'hui. Donc, la formule est la suivante. Vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Je ne sais pas si vous nous cette formule qui était affichée donc sur les murs de Paris et sur les autobus. Ça m'a donné à réfléchir. En voyant ça à vélo, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut, ça, comme formule ? Vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Est-ce que c'est fiable ou pas ? En tout cas, c'était présenté comme une formule de sagesse, n'est-ce pas, entre maxime de sagesse à la façon stoïcienne ou épicurienne, et puis, disons, conseil de vie, où s'énoncerait contre l'étiolement de la routine, de l'habitude, qui serait une sorte de secret, n'est-ce pas, pour retirer vivre de sa rengaine, son ornière, de son rabattement, et le découvrir à nouveau dans son essor et sa transparence. Il suffirait en somme à tout moment de rejoindre vivre dans son jaillissement, en deçà de ce que j'ai appelé dans mon petit livre son rengainement. En amont de son cours routinier, en enjambant le sclérosé, avant que ne débute sa retombée. Là, plus de contradiction. Il n'y aurait pas à franchir de négation. Ouvrir sa porte à la menthe chaque soir, comme si c'était la première fois, en ayant comme défait toute habitude. Comme si on n'avait encore jamais fait. Que les traces précédentes s'effaçaient, que les possibles aussitôt se rouvraient, et qu'aucun vécu ne jetterait déjà son ombre. Tout nouveau jour à découvrir. On voit cette formule qui se vend, je dirais, comme une formule de bonheur. Vous savez comment on dit ? Une formule qui fait du bien. Vous savez que maintenant, il y a un prix du livre qui fait du bien. Je l'aurais jamais, hein. Est-ce qu'on peut la prendre pour argent comptant ? D'abord, ce que je remarque, c'est le comme si, quand même. Comme si. On prétend rejoindre l'immédiat du vivre, naïf, natif, n'est-ce pas ? Mais par le biais d'une fiction, en faisant comme si. Sur quoi donc cette fiction aurait-elle prise ? Ou n'était-elle pas qu'une illusion ?
facile dont on s'abuse en plein gré. D'autant plus que il n'y a pas seulement ce comme si, il y a vivre. Vivre à l'infinitif, mais qui vaut ici impératif. C'est un vivre d'injonction. Ce qui nous ramène au stoïcisme, et sans doute à ce qui est la principale limite du stoïcisme sur le plan éthique, c'est que le stoïcisme prétend exprimer l'immanence, et en même temps sur le mode du commandement. Fais ceci, fais cela, oublie tes craintes, oublie tes regrets, et sois capable de vivre au présent. Mais c'est un ordre. Alors si c'est l'immanence, pourquoi faut-il que ce soit mis sous la forme de l'impératif? Donc il y a un comme si de la fiction, il y a un impératif du commandement, ça commence mal. Alors bien sûr, je sais que ces formules paraissent naïves, n'est-ce pas? Et naïves. Alors je pense qu'il est naïf, il ne faut pas être naïf à l'égard du naïf. Parce que naïf a deux sens. Il y a le naïf, si vous voulez, naïf en allemand, naïf, ou mot essentiel chez Stendhal, n'est-ce pas? Stendhal, alors qui n'est pas un penseur benet, n'est-ce pas? Mais qui fait apparaître ces moments où naïf a vraiment sa plénitude. Et puis naïf, vous savez naïf, c'est aussi comme niais, n'est-ce pas? Niais, c'est celui qui reste dans son nid, n'est-ce pas? Qui n'a pas vu ailleurs, qui n'a pas commencé à réfléchir. Donc, je crée cette pseudo-naïveté, n'est-ce pas? Qui est en fait un manque de réflexion, un défaut de la pensée. Et il me semble qu'effectivement, on peut faire la critique de cette formule, parce que qu'est-ce qu'une première fois? Quand on dit vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Il me semble que la première fois, en s'inaugurant, première fois, déjà se perd. C'est-à-dire qu'il y a du négatif qui se trouve déjà impliqué. La première fois des amants contient déjà en elle, de fait, à leur insu, son rabattement. Celui-ci ne vient pas qu'après. Ce n'est pas la répétition qui déflore, mais la défloration est de la première fois. Il faut distinguer défloraison et défloration. La défloraison, évidemment, c'est la seconde, c'est après. Ça fleurit, après, les fleurs tombent. Défloraison. Mais la défloration, elle est du premier temps. La défloration vient après la floraison, mais la défloration est initiale. Elle va de pair avec l'inaugural. Et pourquoi? Car l'inauguration est déjà elle-même intégration dans l'expérience. Donc dès lors que vous commencez à vivre quelque chose, cette chose déjà se cadre, si vous en faites l'expérience. Et ce cadrant, s'intégrant, eh bien déjà, je dirais, elle se rabat. Dès lors qu'on fait de cela l'expérience, cela rentre dans les cadres constituants de l'expérience. Vivre, se découvrant naïvement invécu, se recouvre en même temps et se masque en devenant du déjà vécu, au sens du vécu que j'évoquais tout à l'heure. Donc la vie s'inaugurant déjà se déflore. Et c'est ce qui rend le discours de la première fois intenable. D'emblée, la vie se perd ou se dépossibilise, se dépotentialise. Donc, elle se déflore dès son commencement. C'est pourquoi nous en sommes justement nostalgiques. Nostalgie de la vie dans la vie. Puis encore une autre raison encore qui s'ajoute à la précédente, c'est le terme de foi. Quand on dit une première fois, je dirais que la première fois n'est pas une fois. Ce qu'on appelle rétrospectivement une première fois, en fait, quand on l'a vécu, s'inaugurant, n'était pas une fois. Ce que nous nommons une première fois peut être premier, en effet, mais n'a pas été vécu en fois. Foi, si je dis foi, comme dit première fois, en fait un bloc unitaire, le détache et l'isole, et par là même le loge déjà dans une succession. Foi, vous savez, c'est du latin vices, à tour de rôle. Vices dit c'est le tour de, par alternance. Et donc, le mot inclut déjà dans une série. Foi à catégoriser en cas, ou je dirais déjà catalogue.
ce qu'on a vécu, ce qu'on appelle rétrospectivement la première fois, c'est après coup qu'on dit la première fois, range déjà dans une succession ce qu'on a vécu en dehors de toute succession ou de tout alignement. Donc déjà la cadrer, la caser, bref, on a retiré ce qu'il y avait d'inaugurant. Foi, même si c'est la première fois, s'envisage déjà dans le cadre d'une réitération possible. Foi intègre en une suite, même si cette suite ensuite n'a pas lieu. Donc, vous voyez que foi, en fait, est un terme qui n'est pas... qui suppose déjà un enregistrement, un encadrement, déjà du rétrospectif, autrement dit, le point de vue du vécu, et non pas celui du vivant découvrant. Foi, autrement dit, range le vivant en vécu, même si ce vécu est à venir. Donc, vous voyez cette première fois, à laquelle je prétends me rapporter, dans laquelle je prétends me reporter par la magie d'un comme si, me transporter comme sur un petit nuage, c'est pas la première fois auquel je pourrais revenir, en fait, comme s'il suffisait d'en rappeler à l'exigence de cet instant premier, en fait, cette première fois n'a jamais existé en tant que foi. Vous voyez, cette formule du bonheur, en fait, si on la réfléchit un peu, est elle-même contradictoire, par tous les bouts. Le comme si, la fiction, l'impératif de l'obligation, et puis la confusion de la défloration, qui n'est pas qu'une défloraison, mais qui est donc initiale. Le rabattement n'est pas d'un second temps, et en plus, ce terme de foi commode où on range en série, alors que ce qu'on a vécu, c'est ce qui échappait justement à la mise en série. Bon, je vais venir maintenant à ce qui serait ma formule articulant mon propos, que je vais résumer d'un mot. Oui, alors je vous passe un développement qui me paraît, enfin qui découle un peu de ce que je viens de dire, mais qui est cette formule facile, n'est-ce pas, cueille le jour, hein, le carpe diem, n'est-ce pas. Là aussi, c'est une formule totalement abusive. On ne cueille pas le jour, on ne cueille pas l'instant qui passe. C'est pas extérieur à nous, comme si on pouvait cueillir le fruit prêt à tomber. Toutes ces images-là sont des images faciles qui présentent vivre comme extérieur, n'est-ce pas? Comme une chose qu'on pourrait comme ça, on pourrait mettre la main dessus, cueille le jour. Donc il faut repenser tout ce que ces formules, qui sont consolantes certes, ont, disons, de non réfléchi. Donc ne pas se laisser abuser par elles. Bref, si j'essaie d'articuler un peu mon propos, je dirais, puisque j'ai choisi de séparer la vie et vivre, la vie, disons, qui est déjà rangée du côté de l'abstraction et donc du facile à saisir par la philosophie, et vivre dans ce qui est son foncier, eh bien je dirais qu'au fond, la proposition que je fais, n'est-ce pas, c'est que il faudrait opposer les deux et voir comment on va de l'un à l'autre. D'une part, l'inanité de la vie. La vie, elle, on dit souvent vain, n'est-ce pas? Vanité, vanitas, vanitatum. C'est pas tant que la vie est vaine, mais elle est sans consistance. Tout le monde l'a dit, n'est-ce pas? Inanité de la vie. La vie sans consistance. Et passer de l'inanité de la vie à l'inouï de vivre. C'est un peu la formule que je proposerai comme articulation principale dans cette affaire. Et au fond, vivre, je crois, c'est traverser l'inanité de la vie, sa non-consistance, et tout le monde l'a dit, n'est-ce pas, elle n'a pas d'être. Hein. Traverser l'inanité de la vie pour en voir apparaître l'infini de vivre. En opposant donc ces deux termes, la vie et vivre, et l'inanité d'un côté, l'inconsistance, par défaut d'être, et puis l'inouï, ce qu'on n'a encore jamais entendu, ce qui déborde notre expérience, l'inouï de vivre. Alors, quelqu'un qui, je crois, l'a magnifiquement dit, c'est Proust, je reviens à lui. Vous voyez, je suis dans un compagnonnage serré avec lui. Vous savez, à la fin du temps perdu, oui, Proust a mis 3 Pléiades à nous faire toucher du doigt l'inanité de la vie, temps perdu. Ça ne valait vraiment pas la peine de la vivre, cette vie-là. Et puis on avance, puis on s'enfonce, Sodome et Gomorrhe. Et donc il arrive à cette scène, vous savez, des arbres perçus comme ça, coupés par le rayon du soleil couchant,
Et il dit, mais qu'est-ce que je peux en faire? Ça ne me parle pas. Je suis là devant. Rien n'arrive. Et c'est la fin du temps perdu et le début du temps retrouvé. Le temps retrouvé, ce n'est pas une question seulement de mémoire. C'est simplement que, justement, devant cette inanité de ces arbres comme ça, coupés par le rayon du soleil couchant, le narrateur, désespéré, prostré devant leur inanité, sachant qu'en faire. C'est là que toute la recherche du temps perdu se joue. Exprimer enfin l'inouï de vivre, ce qu'il fait dans le temps retrouvé. Exprimer enfin, extraire, c'est le terme de Proust, extraire de toutes ces sensations fanées, ces sensations rangées, de tout ce que, ces sensations codées, normalisées, tout ce que Proust décrit si bien, si finement, de ce que nos sensations ne cessent d'être rabattues, déjà au stade de la sensation, n'est-ce pas? Eh bien, extraire, à travers tout cet amoncellement de sensations figées, devenues donc inanes, si j'ose dire, dans leur convention factice, eh bien, ce qui est l'inouï de vivre, et c'est la fin du temps perdu, sous la figure du temps retrouvé, n'est-ce pas? La porte qui s'ouvre enfin. Et Proust dit, j'ai un tel appétit de vivre maintenant. Appétit de vivre, n'est-ce pas? C'est pas de la vie, appétit de vivre maintenant. Bon, donc, il ne me reste plus qu'à essayer de ranger un peu tout ça. Vous me suivez encore? Votre patience n'est pas à bout? Bon, merci de me le dire. Non, parce que avec l'affaire se complique, et se complique notamment parce qu'on en vient à se demander comment vivre, c'est-à-dire quel choix on fait dans la vie, ou quelle vie veut-on. Alors j'ai pris, je vais y aller très vite, j'ai essayé de dériver une sorte de typologie, de classement comme ça facile, qui n'est pas un classement de valeurs, qui n'est pas un classement hiérarchique, qui est des pôles. Pensez comment il y a des formes de vie. Alors, ce n'est pas des formes de vie entre vie contemplative et vie active, hein, comme la tradition le dit. Ce n'est pas des formes de vie à la Nietzsche, n'est-ce pas? Vie de l'exubérance ou vie du refoulement. C'est plutôt entre ces deux pôles que j'appellerais d'une part, que j'appelais le vital d'un côté et le vivant de l'autre. Du côté du vital, ce que j'appellerais la vie adhérente, la vie adhérente au vital, n'est-ce pas? Et puis d'autre côté, celle du côté du vivant, ce que j'appellerais, le terme ne vous étonnera pas, la vie décoïncidente. La vie du vital coïncide, d'où l'adhérence, n'est-ce pas? On adhère au vital. De l'autre côté, on décoïncide de cette adhérence, et donc se risquant dans l'invécu, affrontant l'invivable, eh bien une vie qui décoïncide de la naturalité du vital, qui donc s'aventure, se risque vers la vraie vie. Donc je proposais comme ça une sorte de typologie, de catégorie d'existence. Encore une fois, ce n'est pas hiérarchisé en termes de valeur. C'est que simplement, je crois qu'entre le vital et le vivant, j'ai séparé, eh bien il y a le pôle de l'adhérence et le pôle de la désadhérence, que j'appellerais décoïncidence. Soit, disons, nous vivons dans une adhérence non interrogée, même insoupçonnée au vital. Nous demeurons dans les murs, je veux dire dans les clous du vécu et du vivable. Ou bien à l'opposé, nous décoïncidons d'une telle adhérence pour pouvoir entendre l'inouï de vivre et affrontons alors leur contraire, l'invécu, l'invivable. Je crois qu'il y a l'incommensurable entre ces modes de vie. Ce n'est pas en prolongement continu, c'est pas. Il y a du hiatus, où je reviens à ce terme d'incommensurable que j'entends comme ça de concert avec l'inouï, c'est un peu mon mécano. Et donc, premier type de vie, la vie adhérente, coïncidant avec ce qui paraît la norme du vital, si confortant. Puis l'autre, les coïncidentes, voulant se dégager de cette adéquation commune, la fissurer pour s'en libérer, la vie des coïncidentes. Entre les deux, j'ai proposé deux figures intermédiaires, la vie alternante. Dans l'alternance, à la fois il y a du vital, parce que c'est l'alternance du jour et de la nuit, c'est l'alternance des saisons, c'est l'alternance des vacances et du travail, donc il y a du vital.
Et en même temps, ça peut être une ruse du vivant, puisque je vis à la fois l'un et l'autre extrême. Et pour pouvoir vivre un extrême, il faut que je passe aussi par l'autre, n'est-ce pas? Avant l'ascèse, la jouissance, n'est-ce pas? L'extrême de l'un, l'extrême de l'autre. Et puis un autre mode de vie, qui n'est pas la vie alternante, que j'essayais de porter au concept sous le titre de la vie flottante. Alors je me suis inspiré de la tradition d'Extrême-Asie, notamment d'un très beau texte de la littérature chinoise classique, mais qui, je crois, répond à quelque chose d'aujourd'hui, que dans la société actuelle, comme on n'est plus comme ça enfoncé dans le socle de l'être, ou disons par rapport à Dieu, donc on n'a plus d'assises à nos vies comme on les avait précédemment, n'est-ce pas? L'être, Dieu, enfin voilà, le métaphysique d'un côté, le théologique de l'autre, qui servait donc de support à vivre et d'ancrage à vivre. Eh bien, je crois que nos vies aujourd'hui sont beaucoup plus flottantes. Flottantes, c'est-à-dire épousant le contemporain, sans plus de socle auquel nos vies s'arriment, et donc dans quelque chose, je vois notamment, me semble-t-il, dans la vie de la jeunesse, n'est-ce pas, aujourd'hui, vie flottante, bon, j'ai pas le temps de développer, mais disons, comme une modalité, justement, d'après, disons, l'époque ontologique et, disons, théologique de notre pensée, qui serait un peu cette vie sans fondement, n'est-ce pas, qui est quand même un point essentiel de notre modernité. Bon, en tout cas, je me suis risqué à ça parce que je voulais introduire la possibilité d'un choix de vivre, sans l'accès sur des valeurs, donc sans hiérarchiser, mais en montrant qu'il y a effectivement choix possible entre des modalités qui, disons, font que vivre est une chose intéressante à faire, parce qu'on peut, aller du côté de l'adhérence ou de la décoïncidence, disons, rester dans les clous du vécu, ou disons, se aventurer du côté de l'invécu, de l'invivable, etc. C'est ce qui m'a conduit à penser vivre non pas sur le mode de la quête, mais de l'enquête. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est que je crois qu'il y a un écart essentiel entre la quête et l'enquête. Parce que la quête, ça reste de la métaphysique. Enfin, la quête de la vraie vie, si j'en restais à cette formule-là, ça serait un peu comme la quête du Graal, ou la quête du bonheur, la quête de ce qui serait inatteignable, et qui justifierait, disons, et penserait comme indépassable cette nostalgie de la vie dans la vie dont je suis parti. Donc, quête est un terme dont je me méfie, parce qu'il accepte, au fond, son renoncement. Je suis en quête de, n'est-ce pas, mais sans que l'exigence d'accéder à quelque chose effectivement soit vraiment prise en compte. Donc je préférais enquête. Enquête, et c'est un peu à quoi je me livre ici, enquête sur vivre. C'est-à-dire enquête comme on fait une enquête policière, hein. C'est-à-dire il y a du terrain, et je vais explorer les possibilités, et je vais être dans cette vigilance de ne pas passer à côté de ce qui pourrait être l'indice, disons, à scruter, et dont il faudrait tirer parti. Donc c'est une attitude vigilante, confiante, et en même temps quand on fait une enquête policière, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais on se défie de soi-même, parce qu'on a toujours des partis pris. Alors je crois que commencer à explorer ce qu'est vivre, c'est commencer à se défaire des partis pris qu'on aurait, des idées toutes faites, n'est-ce pas? Ce qu'on aurait implicitement admis. Donc quelqu'un qui fait une bonne enquête policière, c'est quelqu'un qui justement se défait de toutes les préconceptions, ou disons qu'il a déjà, ou intuition, pressentiment, etc., pour mettre à nu la situation et voir qu'est-ce qui peut vraiment, n'est-ce pas, être scruté, et une enquête conduit à quelque chose, si on la mène bien. Donc je vous un terme confiant. Et donc, mon enquête, c'est, disons, donc je ne crois pas qu'on puisse cueillir la vie, cueillir le jour. Par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est que vivre ne se cueille pas, mais vivre, c'est de l'intensité. C'est un intensif. Un intensif. Et ce que cherche la vie décoïncidente, évidemment, c'est à donner son plein rendement à cet intensif de ce qu'est vivre. Puis l'autre terme que je récuserai, de même que quête, c'est source.
je ne me poserai pas la question en termes de sources, y compris chez Bergson. Vous savez, les deux sources de la morale et de la religion, enfin, tout ce problème de la source. Parce que la source se perd dans l'en-deçà ou l'amont, de même que la quête se perd dans l'au-delà, n'est-ce pas? Donc ce sont des termes nébuleux. Et je préférais des termes effectifs, n'est-ce pas? Des termes de travail, donc enquête, et non pas source, mais ressources. Ce qui m'intéresse, c'est les ressources de vivre. Les ressources. Quelles sont donc... J'essaie de me livrer à une sorte de cartographie des ressources du vivre. Je vais laisser ça de côté, mais parce qu'au fond, je crois que cette idée de cartographie, on l'a déjà depuis Nietzsche, n'est-ce pas? L'idée qu'il y a des terrains explorés. Et si le poète Mallarmé dit « la région où vivre », ah oui, quel est le lieu où on peut vivre, n'est-ce pas? Donc, comme on a tracé à l'époque classique des cartes du tendre, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Eh bien, il y a peut-être une carte du vivre à tracer de la même façon où on explore les ressources du vivre. Donc, non pas quête, mais enquête, non pas source, mais ressources, donc être dans l'effectif, n'est-ce pas? Pour essayer de tracer des voies d'accessibilité à cet inaccessible. Bon, alors j'en viens à ma fin, pour qu'on ait le temps de dialoguer un peu, et dans ce que j'ai appelé transparence du matin. J'ai commencé sur le matin proustien, du jour où... alors, chez Proust, ça commence un peu plus tôt, dans cette pensée du matin, qui est la pensée... Hein, quand on se dit, au fond, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de la vie? Est-ce que je ne pourrais pas... Je tiens à ce terme, j'essaie de le porter au côté, repossibiliser ma vie. Parce que je pense en termes de ressources effectives, n'est-ce pas? Explorer par mon enquête. Et alors ça commence, ce matin proustien commence par un temps de printemps, justement. Un temps où le ciel passe de l'obscur à la clarté, où à la fois il y a l'ombre et puis les toits comme ça, soudain s'éclairent, bref. Est-ce que ce trouble que j'ai sous les yeux ne pourrait pas me troubler moi-même et me réveiller dans ma capacité de vivre? C'est la question de Proust. Et ce matin proustien, Proust, alors vous savez, on sait le sommeil chez Proust, l'importance qu'il a. Et ce matin, c'est quoi? C'est quand quelque chose apparaît au bord des rideaux et qu'on entend la rue, n'est-ce pas? On n'est pas dans le spectacle qui nous met sous les yeux, mais on est au seuil, n'est-ce pas? Au seuil, au point d'émergence, et d'abord moins par la vue que par l'ouïe, n'est-ce pas? Et venant de la Chine, en quelque sorte, je suis très sensible à ce premier seuil qui est l'écoute de ce qu'on entend, de ce qui parvient comme ça de la rue alors qu'on est dans son lit. Et même tourné contre le mur, n'est-ce pas? Donc c'est pas du spectacle, c'est autre chose. Ce n'est pas de l'apparaître, c'est du transparaître. Transparence du matin. Si vivre et ouvrir des possibles, comme j'ai cessé de le rappeler, si bien alors la vocation du matin, faisant réémerger vivre en nous, et réaffleurer ses ressources, de rouvrir de tels possibles de vivre, au moment même où on commence à, comme dit Proust, d'éclore les paupières. Donc c'est le propre des matins proustiens, que tout se perçoive alors plus clairement, avec plus d'acuité que durant le jour. L'activité s'y entend alors en pure activité, dans son intensité, dans son lever, que l'allongement, que l'accumulation du jour ensuite va commencer à laisser retomber. Dans mon petit vocabulaire, je poserai ainsi qu'est-ce qui se passe dans la journée? Je crois que dans la journée, le monde qu'on a sous les yeux, non pas disparaît, comme le soleil le soir à l'horizon, mais désapparaît. De le fait qu'on l'a sous les yeux, qu'il est là, devant nous. Donc ce monde qu'on a sous les yeux étale. J'aime ce mot étale, navire étale, le jour étale, n'est-ce pas? Étale, étalé, étalement. Étale, non pas disparaît, mais désapparaît, se retire de l'apparaître. Je pense que la vocation de l'art, n'est-ce pas? Notamment la peinture, c'est de faire réapparaître. Réapparaître ce qui désapparaît. Eh bien, je dirais que c'est le propre de Proust de faire apparaître ce qui, traversant la nuit, le silence de la nuit, l'obscurité de la nuit, eh bien, transparaît, traversant l'opacité, le silence, l'ombre, eh bien, réapparaît, donc transparaît, parce que traversant, vous voyez, ici, dans transparence du matin, ce préfixe dit
ce qu'il y a à traverser, et à traverser donc d'inanité de la vie pour laisser transparaître l'inouï de vivre. Je dirais, ce trans, c'est à travers, c'est tout le temps perdu chez Proust, n'est-ce pas? Les trois Pléiades. Et puis ce qui transparaît, donc qui émerge par traversée de cette opacité qui enfin apparaît, transparence du matin. Alors c'est ce que vous avez magnifiquement à Balbec, n'est-ce pas, au bord de la mer. La mer, à 3 heures de l'après-midi, quand elle est sous les yeux, avec les parasols, on la voit pas, n'est-ce pas? Elle a disparu. Mais la mer, au matin, quand elle se transparaît dans les hublots que sont les vitres de la bibliothèque de la chambre au petit matin, là, elle émerge. Bon, mais autre matin de transparence, c'est avec Albertine, n'est-ce pas? Le réveil d'Albertine. Je sais qu'en plus, c'est dans La prisonnière. Hein. C'est pas un texte où le rapport entre l'un et l'autre, n'est-ce pas, est le plus simple. Non, mais le réveil d'Albertine, qui est que, à ce réveil, tout ce qui est encombré dans la vie, de disputes, d'opacité, de tout ce qui enlisait la vie, se trouve comme ça, traversé, dégagé, et donc, alors, bon, vous allez me dire que c'est un peu sexiste comme formule, mais bon, le pépiment d'Albertine. Le matin, ces premiers mots qui ne sont pas encore des phrases, pas encore articulés, c'est pas encore du discours. Le discours, c'est déjà un recouvrement, mais qui est donc cette émergence de la parole où rien n'encombre, où rien ne fait ombre, où rien... Donc, c'est Proust l'a magnifiquement évoqué. Je cite, « Je savais que son éveil ne serait nullement en rapport avec la soirée que nous venions de passer. » Toute cette opacité est donc retirée, mais sortirait de son sommeil comme de la nuit sort le matin. Donc, toutes les focalisations, les crispations se sont défaites, les opacités de la veille se sont dissipées, et l'être s'éveillant apaisé n'a pas encore froncé par sa relation au monde. Elle ne s'est pas encore encombrée de ce qui va suivre. Bien sûr, le jour qui suit va rabattre, n'est-ce pas? Mais il y a un moment donc d'émergence, de transparence au sens de qui a traversé et qui apparaît. Alors, bon, là encore, il ne faut pas psychologiser. Je m'émerveillais, dit Proust, qu'elle s'éveilla toujours de si bonne humeur. Bon, bonne humeur, vous voyez, c'est un terme qui fait signe facilement, de façon psychologique, à ce que Albertine, voilà, dans la fraîcheur du matin, ce mot ne doit pas se lire de façon trop courte. Mais ce qui me paraît important, c'est que, vous voyez, c'est le matin, dans cette transparence du matin, que l'accès à vivre au sens de vraiment vivre, eh bien, se dégageant de tout ce qui l'opacifiait, le raidissait, l'entravait, eh bien, se met à émerger. Alors, bien sûr, il y a un départ physiologique, hein, et on sait bien depuis Nietzsche que la physiologie, c'est essentiel, n'est-ce pas, dans notre être en vie. Mais ce qui me paraît important là, c'est ce qui s'ouvre de possible et qui n'est pas encore rabattu. Donc, c'est ça, se transparaître. Alors, si j'ai intitulé ça Transparence du matin, c'est que je louchais aussi sur, dans l'autre côté de mon cerveau, du côté chinois, puisque c'est une formule ancienne de la Chine classique, n'est-ce pas, et aussi bien du côté confucéen que du côté taoïste, donc là, il y a concorde, qui est que cette idée que la vie au matin se dégage, émerge de ce qui l'enlisait et l'entravait auparavant, est une idée que, bon, vous trouvez ça dans Mencius très bien évoqué, et vous trouvez aussi bien du côté chez Zhuangzi, où la formule transparente du matin, de façon la plus courte, parce que le grand charme de la langue chinoise, c'est qu'elle ne construit pas de façon syntaxique. Donc il y a Zhao Zhi, matin, transparaître, ou traverser, Zhi. Et dans Zhuangzi, l'idée d'une vieillarde, 90 ans, n'est-ce pas, dont le teint est jeune, plutôt frais comme un petit enfant. Elle a quand même 90 ans. Hein. Et donc, qui a su garder cette fraîcheur, cette capacité, et dont le Zhuangzi raconte comment, parce qu'elle se dégage des choses du monde, dégage du monde, elle se dégage aussi du souci de vivre. Et là, on trouve une sorte d'intersection avec ce point religieux, n'est-ce pas,
n'est pas chercher à vivre, comme on dit en Chine, mais se dégager de l'attachement à vivre pour pouvoir pleinement vivre, un peu le meurt et devient, n'est-ce pas, de l'Évangile, avant qu'il ne devienne gidien, hein, si le grain ne meurt. Et donc, accède cette formule, matin, traverser, transparaître, ciao. Mais ce n'est pas du comparatisme que je fais là. Hein. Simplement, de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un point d'expérience qui se trouve éclairé et par un biais et par un autre? Vous voyez, ces biais sont quand même très écartés. Proust d'un côté, qui ne sait rien de la Chine, d'autre part des vieux auteurs chinois. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça d'indiciel? Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Dans ce thème que j'ai voulu au plus près de l'existence, parce que nous vivons tous le matin, n'est-ce pas, et ce moment du matin, et qui serait donc à réfléchir comme indice vers quelque chose que nous entrevoyons tous, mais qui pourrait se déployer davantage, disons, en termes de vraie vie. Bon, alors, ça pose, je vais faire juste quelques distinctions. D'abord, il s'agit de dégagement et non pas de dépassement. Dépassement, c'est le grand mot de la métaphysique. Dépasser, n'est-ce pas? Non, il ne s'agit pas de dépasser, c'est pas une question d'au-delà, c'est pas un autre monde, une autre vie, c'est dégager, c'est-à-dire sortir de ce qui enlise. Dégager comme le jour se dégage de la nuit. Donc, je poserai aussi transparence, transapparaître, ce qu'on appelle communément en philosophie transcendance. C'est pas de la transcendance, de même que ce n'est pas, si vous voulez, du dépassement. C'est donc du dégagement et donc de la transparence, cet apparaître qui vient du dedans même, par immanence du vécu. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, du grand schéma métaphysique de l'au-delà. De même, je dirais, ce n'est pas... si je dis découvrir, il y a deux sens possibles en français. Est-ce une découverte ou un découvrement? Ce n'est pas une découverte. Il ne s'agit pas d'une découverte de la vraie vie comme on découvre l'Amérique, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un ailleurs. Il s'agit d'un découvrement. Retirer ce qui recouvre. Ça, dégagement, n'est-ce pas? Retirer ce qui opacifie, ce qui couvre, comme la journée ne cesse de couvrir notre capacité de vie. Et grâce donc à la traversée de la nuit, ce qui obstruait, ce qui recouvrait, ce qui encombrait se trouve comme ça, étant traversé par la nuit, s'en dégageant, s'en détachant, eh bien, pouvant effectivement enfin apparaître, vivre enfin. Donc, découvrement. Alors, ça me fait plonger dans la scène première de la philosophie, qui s'est pensée sur la question de la lumière. D'où vient la lumière? D'où vient la lumière éclairant la vie? Vous savez que la métaphysique a mis la lumière au-dessus. La métaphysique ou la théologie. Dans Platon, de même que le soleil éclaire la terre, eh bien, l'idée du bien éclaire les autres idées. Donc l'idée d'un éclairage par en haut. Comme dit Platon, kata lampei. C'est comme ça. La lumière vient d'en haut. Alors, est-ce que la pensée du vivre doit se penser sous cette lumière comme ça qui nous tombe dessus? Si je parle de transparence, c'est justement qu'il s'agit d'une lumière qui vient du dedans même de la vie, ou du dedans du vivre, qui donc, traversant notre expérience de la vie, trouve dans la vie elle-même son éclairage. Comme quand j'ai dit, en traversant l'inanité de la vie, laisser en extirper, en extraire l'inouï de vivre. Donc, non pas une lumière attendue d'en haut, mais une lumière venant du dedans même, par immanence, éclairant du dedans, à partir de notre expérience de vivre, bien ce que peut être cette transparence du matin. Bon, écoutez, je voulais simplement pointer vers quelque chose qui est, dans mon travail, qui essaie d'élaborer comme ça des concepts du vivre. Alors bien sûr, j'entends bien la critique facile de dire laissez ça à la littérature. La philosophie n'a pas vocation pour ça. En plus, elle est gourde pour faire ça. Parce qu'elle est d'abstraction, parce qu'elle est dans la modélisation, parce qu'elle est dans la perte du singulier au profit d'une généralité qui fait que si un concept, comme on dit en allemand, Begriff, c'est une prise, vivre, échappe à la prise. Eh bien justement, est-ce qu'on doit se condamner à ou condamner à la philosophie
à cette incapacité à s'approcher de vivre. Est-ce qu'on le laisse donc aux religieux? Est-ce qu'on le confie à la littérature seulement, même si le maître de Proust pour essayer d'éclairer ça? Est-ce qu'on ne peut pas penser une philosophie qui, en écrivant, et pour moi écrire ici est essentiel parce que le débordement dont je parle, ou le dégagement dont je parle, il est dans la phrase d'abord, il est dans c'est là qu'est la tentative, dans la phrase d'un point à un point. De penser donc sous la figure du transparent du matin, ce qui serait un concept à valeur indicielle. Non pas un concept déclaratif ou, disons, imposant une vérité, mais mettant sur la voie, faisant signe vers une possibilité que nous tous dans la vie nous entrevoyons, le matin, ce qui se passe au matin, et qui pourrait être porté à la pensée pour de ce qui, comme ça, s'indiquait d'indiciel, pourrait se concevoir plus effectivement sous la figure de la vraie vie. Merci de votre attention.